Bienvenue dans Bloom Up, le podcast qui éclaire la parentalité sous toutes ses facettes. Je suis Élodie Roca, votre hôte et partenaire dans cette aventure unique qu'est devenir et être parent. Ici, on ne vous donnera pas de recettes toutes faites, ni de leçons bien pensantes. À la place, vous découvrirez des échanges inspirants avec des parents comme nous et des conseils éclairés d'experts pour nous aider à construire notre propre chemin. Parce que la parentalité, c'est un mélange de doutes, de joie, de défis et surtout une quête d'équilibre. Entre vie pro et perso, entre nos besoins et ceux de nos enfants. Ensemble, nous allons explorer comment vivre ces montagnes russes pour trouver non seulement un équilibre, mais aussi du bonheur et de l'épanouissement. Accrochez-vous, c'est parti pour une plongée sincère, vivante et pleine de découvertes dans l'univers des parents d'aujourd'hui. Votre soutien compte énormément pour moi. Si cet espace vous inspire, prenez s'il vous plaît un instant pour mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet à Bloom Up de grandir et de toucher encore plus de parents. Merci infiniment et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je reçois Hélène. Son histoire est bouleversante et incroyablement inspirante. Alors que son fils Arthur n'avait que 3 ans, Hélène apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Maman solo, elle décide d'affronter la maladie de front, sans se laisser définir par elle. Elle choisit d'en parler tout de suite à Arthur, de l'intégrer à leur quotidien comme une réalité parmi d'autres, et de s'appuyer sur la force qu'il lui donnait dans son regard d'enfant. Au fil des années, malgré les traitements, les rechutes et les épreuves physiques comme psychologiques, Hélène n'a jamais laissé la maladie prendre le dessus sur sa vie. Elle a choisi l'amour, la confiance en soi et la complicité avec son fils comme boussole. C'est une magnifique leçon de résilience et de vie qu'elle partage avec nous aujourd'hui. Hélène, c'est aussi une amie d'enfance, quelqu'un qui a toujours compté pour moi. Il était important pour moi de mettre en lumière son histoire de femme et de maman parce qu'elle est tout simplement incroyable et tellement inspirante. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Hélène. Bienvenue dans Bloom Up. Bonjour Hélène. Bonjour Élodie. Je suis vraiment émue et un peu fébrile aussi d'ouvrir cette conversation avec toi parce que tu n'es pas une inconnue pour moi. Non. On se connaît depuis qu'on a quoi ? 4 ans ? 4 ans, ouais. Ouais. Quelques années déjà. Très peu, si peu. Et on a partagé des bouts d'enfance, des rires, des silences aussi. La vie nous a mis chacune sur nos chemins, mais toujours avec ce lien très, très fort, très simple. Sincère aussi. Exactement. Aujourd'hui, tu es là pour nous raconter ton histoire de maman, de femme, de battante. Ton histoire est marquée par la maternité, la maladie, mais une force incroyable aussi. Et je suis vraiment honorée que tu puisses livrer ton histoire au micro de Bloom Up. Merci infiniment d'être là. Je te remercie de m'en offrir l'opportunité. Et puis écoute, j'espère que mon histoire pourra aider peut-être d'autres. Alors, comment tu te sens alors que tu t'apprêtes à nous livrer ton histoire de maman ? Alors écoute, je me sens à la fois très bien parce que j'ai des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles de ma santé et je dois dire que aujourd'hui exactement quelques heures avant d'être venue te voir. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu stressant d'avoir ces rendez-vous, mais voilà, donc de bonnes nouvelles, donc je vais bien. Et en même temps, aussi un petit peu, alors stressée non, mais un petit peu anxieuse et aussi émue de revenir sur un chemin qui a commencé il y a quelques années maintenant et qui a été ponctué par des livres fermés, d'autres livres ouverts pour être de nouveau fermés aujourd'hui. Alors, on va commencer par le début. Est-ce que tu pourrais nous dire qui forme aujourd'hui ton cercle familial ? Alors, mon cercle familial, c'est mon fils, essentiellement. Arthur a aujourd'hui, va sur ses 12 ans. Voilà, c'est avec mes parents et ma sœur, mais c'est surtout mon fils dans une famille restreinte. Voilà. Et alors, dans quel type de famille, toi, tu as grandi, tu as évolué ? Alors, j'ai grandi dans une famille parisienne.
des parents, une sœur qui a 3 ans de moins que moi. Et puis, entourée d'amis toujours, très important. Très important. Et puis, des activités sportives qui ponctuaient aussi bien mes journées. Donc, une vie sociale très, très riche. Et ça, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. Est-ce que tu penses que le modèle parental dans lequel tu as évolué t'a accompagné dans ta vie de maman ? Alors, je pense effectivement que l'éducation que j'ai reçue m'a aidée à prendre un chemin similaire avec Arthur. Donc, un cadre que j'ai souhaité suivre dans un premier temps, mais je me suis aussi vite aperçue que ce cadre, en fait, devait être assoupli, parfois à l'encontre de certains principes que je m'étais fixés au début, et en n'oubliant pas qu'en fait, tu mets au monde un être humain qui se construit à part entière et qui n'est pas forcément toujours... qui ne va pas forcément toujours comme toi tu voudrais qu'il aille. Réagir comme tu as envie. Exactement. Donc, mais la base éducative étant là, je pense qu'effectivement, ça m'a permis de me servir de cette base-là pour ensuite construire la mienne. Et est-ce que tu as toujours su que tu voulais être maman ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours porté en toi ? Tout à fait. J'ai toujours aimé les enfants. Alors, je ne sais pas si ça a fait que je me suis dit que j'allais toujours être maman. Mais oui, j'ai toujours voulu être maman. Alors, la vie a fait que je n'ai eu qu'un enfant. Si j'avais eu l'occasion, j'aurais été ravie d'avoir une grande famille. Les choses se sont passées différemment, mais j'ai déjà la chance d'avoir un enfant et c'est une grande chance. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter l'arrivée d'Arthur dans ta vie ? Alors l'arrivée d'Arthur, alors pareil, beaucoup de chance parce qu'en fait, du jour où on a décidé avec son papa d'avoir Arthur, en fait, ça s'est fait très simplement. J'ai pas été dans ces... T'avais quel âge ? J'avais 31 ans. Et j'ai pas... 32 d'ailleurs, je suis en train de me dire. J'ai pas été confrontée à l'attente d'une grossesse. Voilà, à partir du moment où j'ai arrêté la pilule, 4 mois après, je suis tombée enceinte. Donc ça a été assez facile. Assez facile, sans aucune appréhension, assez convaincue que ça allait être très simple. C'était la suite logique des choses, dans le schéma dans lequel tu étais à l'époque avec le papa d'Arthur. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Et en plus, j'ai eu une grossesse super. J'ai pris 22 kilos, ça c'était moins cool. Mais je dois dire que pareil, par rapport à d'autres, j'ai pas du tout été embêtée. Ouais, t'as pas eu de symptômes gênants Non, même les premiers mois n'ont pas été si compliqués que ça. Et puis après, ça a été super. Ça m'a pas du tout empêché de vivre normalement. Et puis jusqu'au bout, ça a été bien. Donc j'étais en fait prête pour en avoir d'autres. Ready. Et les premières années avec Arthur, ça s'est bien passé ? Alors, ça n'a pas été trop compliqué ? Non, alors ce qui a été le plus difficile, ça a été la transition entre le bébé à la maison et puis la reprise du travail. Donc là, on a eu la chance de trouver une nounou extraordinaire et qui m'a accompagnée pendant quelques années et sur qui j'ai pu compter. Donc ça a vraiment été une grande chance. Et en plus, au début, elle nous envoyait des petites photos, donc on avait l'impression d'être avec lui sans y être. Donc c'était vraiment... ça a vraiment été super. C'était une garde partagée ? C'était une garde partagée avec une famille qui habitait en face. Et oui, en face. Ouais. Ah oui, donc vraiment super, très pratique. Super. Ouais. Et c'était une nounou qui était moldave. Donc elle a apporté aussi aux enfants sa culture. Et c'est vrai que quand ils ont commencé à grandir, ils comprenaient un petit peu quand elle leur parlait moldave et russe. Ouais. Et puis même dans l'alimentation, elle arrivait toujours à introduire des saveurs, des épices. Donc pour des enfants, des petits-enfants, c'était vraiment, vraiment chouette. Donc ça a été super. Et puis après, quand il est rentré en première année de maternelle, ça a aussi été une étape puisque j'allais pas le chercher à 4h30. Et donc, il fallait qu'il reste jusqu'à 18h15, 18h30. Donc oui, là, tu travaillais. Voilà, parce que exactement. Et là, tu te dis, je suis une mauvaise mère, en fait, parce que il se fait 8h30, 18h30. Donc, les premiers jours... Dur, à se poser plein de questions. Puis, en fait, tu t'aperçois que il n'est pas le seul à être comme ça, que tu n'es pas la seule à être comme ça non plus. Et en fait, tout ça se passe super bien. Donc, les angoisses du début sont très vite parties. Ouais, et puis, sont vite envolées.
Tu avais confiance en ta nounou? J'avais confiance en ma nounou, j'avais confiance en l'équipe éducative de l'école. Et puis à partir du moment où tu as confiance et que tu es bien, l'enfant le sent et il est bien. Donc ça a été en fait, ça s'est en fait très bien passé. Alors comme je l'ai dit en introduction, ton histoire est marquée par la maladie. Peux-tu nous raconter comment s'est invitée la maladie dans ta vie? Alors la première fois que je suis tombée malade, donc j'ai eu un lymphome d'Hodgkin, qui est en fait un cancer des ganglions. Et la première fois que je suis tombée malade, Arthur était en première année de maternelle. Donc il avait 3 ans. 3 ans, il était tout petit. Il était tout petit, exactement. Alors, il l'a vécu, je dirais, à sa manière, en ce sens que même à 3 ans, puisque j'ai quand même eu 1 an de traitement, je ne l'ai jamais exclu de ce qui m'arrivait. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que quand mes cheveux ont commencé à tomber, puisque j'étais en chimiothérapie, je lui ai expliqué qu'en fait, j'allais me couper les cheveux très courts. Et en fait, je me suis tondu la tête avec lui. Enfin, avec lui, j'étais dans la salle de bain et lui était dans sa chambre. Je l'ai fait en 2 temps, donc une fois très court. Je suis allée le voir, je lui ai dit, écoute, regarde maman comme elle est jolie. Et puis en fait, c'est quelque chose qui me marquera pendant très longtemps, parce qu'en fait, il a touché mon crâne et il m'a dit, oh, mais maman, tu peux faire plus court parce que en fait, ça te va bien. Hein. Et il avait 3 ans et demi. Et là, je me suis dit qu'il avait tout compris. Donc j'y suis retournée, j'ai tout coupé et j'ai pas vu dans son regard la moindre inquiétude. Il était en train de jouer. Et puis, je me suis dit, il faut que je prenne la force qu'il me donne pour faire aussi moi comme si ça allait aller, quoi. Et puis, de toute façon, il n'y avait aucune raison que ça n'aille pas. C'est la force des enfants. Incroyable. Et cette innocence, ils ne sont pas marqués par quoi que ce soit comme préjugé. Alors, ils te voient comme t'es, exactement. Exactement. Alors, ils sont marqués d'une certaine manière parce que je l'ai compris après, quand je suis de nouveau tombée malade. Où en fait, et puis même entre les années qui ont suivi le premier cancer, où parfois c'est lui qui me rappelait certaines choses qui pour moi étaient complètement anodines. Et donc je me suis dit, tiens, c'est étonnant parce que ça, il s'en souvient, et d'autres choses qui pour moi étaient très marquantes, pas du tout. Donc c'est aussi ce rapport à la souffrance, à ce qui est visuel. Par exemple, la première fois, en fait, j'ai pas voulu mettre de perruque. Donc j'avais des turbans. Et à aucun moment, j'ai senti auprès d'Arthur que c'était un problème. Même quand les cheveux ont commencé à repousser, en plus il faisait chaud, donc j'avais qu'une envie, c'est d'être le crâne sans rien, même dans la rue, parce que le regard des autres m'importait peu. Il n'était pas gêné, et pareil, il ne me renvoyait pas quelque chose de négatif, ce qui n'a pas été le cas la deuxième fois. Et je voudrais revenir un peu sur toi. Comment, quand tu as appris ce diagnostic, qu'est-ce que tu as ressenti? Quelle a été un petit peu ta réaction à ce moment-là? Alors, je me suis effondrée parce qu'en fait, j'étais partie consulter un médecin parce que j'avais un ganglion qui était apparu. Je toussais un petit peu et puis, en fait, à 13h, j'étais chez le médecin. À 15h, j'étais à l'hôpital. Ouais, ça a été une hospitalisation immédiate. Donc là, tout de suite, c'est comment je suis avec Arthur. T'as tout de suite pensé à ton fils. Tout de suite. Comment je fais? Comment ça va s'organiser? Et t'étais encore avec le papa d'Arthur à ce moment-là? Non, t'étais déjà séparée. En fait, le papa d'Arthur était déjà en partie travaillé en province. Et donc, comment je fais? Donc t'étais toute seule? Toute seule. Mais toute seule, et il a fallu gérer dès le soir. Donc la chance que j'ai eue, c'est que mes parents étaient encore à Paris. Et donc, ils ont pu prendre le relais avec Arthur. Et parce qu'en fait, à partir du moment où j'étais rentrée à l'hôpital, j'avais au minimum 15 jours d'hospitalisation. Et donc c'est vrai que le fait que mes parents prennent le relais m'a énormément rassurée, mais ça a été tout de suite la priorité, plus que de me dire comment je vais faire au boulot, quoi. Ouais, bizarrement. On se ressent sur l'essentiel. Exactement. À ce moment-là. Exactement, tout à fait. Mais, et du coup, au quotidien, comment
donc tu as eu ton hospitalisation, là, tu es partie à l'hôpital pendant 15 jours. Ouais. Est-ce que tu t'es dit tout de suite... Alors, tu as pensé à Arthur pour savoir comment tu allais gérer là, les 15 jours qui venaient, mais est-ce que tu t'es dit, je vais lui en parler? Il était tout petit, tu l'as dit, il avait 3 ans. Il avait 3 ans. Il avait 3 ans et demi parce qu'en fait, je suis tombée malade. Il est rentré à l'école en septembre 2017 et j'ai été diagnostiquée en mars. Et donc tu t'es dit que tu allais lui en parler tout de ou suite. faire comme si... Non, ça c'est tout de suite. Tu t'es dit que j'allais... Ouais, tout... Alors moi j'ai fait partie de celles et ceux qui ont pris le parti d'en parler. Bien sûr, non mais t'aurais pu décider de finalement mais si tu faire comme si on peut dire ça comme ça. Non, parce qu'en fait j'avais aussi un corps qui était marqué par des cicatrices, j'avais des pansements et si tu veux je voulais anticiper les questions ou les regards qu'Arthur allait pu avoir et je voulais vraiment que cette maladie fasse partie de nos vies mais comme quelque chose alors je vais pas dire comme quelque chose de normal mais voilà, ça va faire partie de notre vie pendant quelques temps, on fait avec et puis on avance quoi. Voilà, ça a vraiment été ça dès le départ. Donc comment tu lui as annoncé? Je lui ai dit que j'avais une maladie qui nécessitait des médicaments pendant un certain temps, que j'allais perdre mes cheveux, que j'allais aller de temps en temps à l'hôpital, mais que quand j'allais revenir, j'allais être très fatiguée, mais que ça ne changerait rien, que je l'emmènerais toujours à l'école, que j'allais le rechercher à l'école, que donc en fait, sa vie n'a pas été impactée, enfin son quotidien n'a pas été impacté. Parce que le matin, je me levais... même les jours de chimio, je l'emmenais à l'école. J'allais le chercher à 6h, 6h15, 6h30. Voilà, ça ne changeait pas. À moi de gérer la journée. Mais... Alors, comment t'as géré la journée? Comment t'as géré son quotidien et ton quotidien? En fait, c'est des traitements lourds qui se mettent en place. Alors, c'est des traitements lourds, c'est des traitements qui sont fatigants, mais bon, moi, j'avais un rythme de chimiothérapie qui était tous les 20 jours. Donc, j'avais 3 jours de traitement, je rentrais à la maison, j'avais 15 jours sans rien et je repartais. Donc, en fait, au moment où tu commences à aller un petit peu mieux, pouf, t'y retournes. Voilà, donc c'est un côté très cyclique. Mais je me suis... En fait, je suis pas d'une nature à m'écouter beaucoup, donc j'ai vraiment considéré les choses comme étant une étape dans ma vie, et de toute façon m'apitoyer sur mon sort ou me dire que j'allais mourir ou que en fait déjà ça ne m'est jamais venu à l'esprit, et 2 ça n'aurait rien changé, hein. Donc j'ai toujours pris le parti de me dire t'as pas le choix, c'est comme ça, donc t'y vas quoi. T'y vas et dans 8 mois ce sera fini parce que ton traitement aura terminé et que ta vie elle va reprendre. Donc je me suis peu posé de questions en fait sur le quotidien. Et est-ce que tu t'es sentie soutenue pendant cette période, et par qui? Alors, c'est vrai que j'ai pris aussi le parti de pas vraiment... j'ai voulu me débrouiller toute seule. Hein. Surtout les premiers temps où je me débrouillais toute seule. Je rentrais de chimio... toute seule, j'ai peu sollicité mes parents. C'est vraiment quand je suis arrivée à la fin du traitement, notamment je me souviens du mois de juin, surtout juillet, où là vraiment je sentais que j'étais fatiguée et là c'est vrai que je les sollicitais plus, mais cette première fois je faisais les choses un peu toute seule quoi. Pourquoi? Mais par choix. Par choix, voilà. Tu t'es pas... Par choix, puis j'avais pas envie de dire que ça allait pas quand ça allait pas. Donc j'en parlais peu. T'en as très peu parlé autour de toi. Ouais, j'en ai très peu parlé, ouais. Donc, mais c'est un choix. Mais tu t'es pas sentie autorisée à craquer, à pleurer Alors j'ai craqué une fois, c'était au milieu du traitement, parce qu'en fait le traitement que je prenais ne fonctionnait pas. Et là je me suis dit ok. Donc j'avais pas envisagé que ça ne puisse pas fonctionner. Donc là, je me suis dit, ok, donc le traitement va être plus lourd et donc il va durer plus longtemps. Et là, je me suis effondrée. Alors ça a duré 3 minutes et puis après c'était reparti. Mais j'ai quand même, j'ai craqué quand on a su que le traitement fonctionnait pas. Et si j'ai un moment aussi marquant, c'est que mon père m'a accompagnée à ma première chimio. Voilà.
ça l'a marqué, moi aussi, et puis après c'était lancé, quoi. Mais tu t'es dit que tu y retournerais toute seule, c'est ça ? Oui, et puis de toute façon, oui, voilà, toute seule, et puis en même temps ça correspondait aussi au choix que j'avais fait de gérer ma maladie toute seule, en fait. Et tu travaillais pas ? Tu t'étais arrêtée à ce moment-là ? Alors j'étais arrêtée, ouais, j'ai été arrêtée parce que c'est quand même pas évident, t'es quand même pas bien. Donc si c'était pour... Ça revient vite, c'est ce que tu disais. Voilà, exactement. Les et puis tu vas pas reprendre quelques jours pour au final repartir en chimio. Donc... Et puis de toute façon, c'est vrai que t'es quand même fatiguée et t'as besoin de te recentrer sur toi-même. Chose dont tu ne prends pas forcément conscience au début. Oui, au début, tu te dis, je vais intégrer ça comme un rendez-vous médical, sauf que, évidemment, que ça les impacte bizarrement. C'est pas si évident que ça. C'est bizarre. Non, mais c'est hyper fatigant, j'imagine. Oui, c'est fatigant. Et puis, ça revient, comme tu disais, toutes les 3 semaines. Ouais, tous les 20 jours. Et puis, non, mais puis bon, il y a d'autres choses qui viennent se greffer aussi au traitement. Donc, moi, j'ai eu quelques interventions aussi. Donc, forcément, tu as des cicatrices. Donc, tu as ton corps qui est meurtri aussi. Donc, au final, le fait d'être un petit peu coupé du monde professionnel... c'est pas plus mal. Ça évite aussi de te confronter à des questions, alors non pas auxquelles j'ai pas envie de répondre parce que je ne pense pas avoir évincé les questions qu'on pouvait me poser. Mais c'est aussi toujours très étonnant de voir le regard des autres sur ce que tu peux vivre. On sent toujours une certaine crainte ou maladresse ou voilà, de demander à l'autre comment il va. Voilà. Ils osent pas. Les gens osent pas. Ouais. Alors qu'en fait... pas t'attends que ça, non ? Alors, c'est pas que t'attends que ça, parce que je peux comprendre qu'effectivement, ce ne soit pas évident. Et puis, tu sais pas, si, moi, les gens me connaissent, donc ils savaient qu'ils pouvaient le faire. Mais il y en a certains qui veulent pas du tout en parler. Hein. Donc, c'est vrai que là, ça peut être délicat, effectivement, parce qu'à la fois, l'autre veut savoir comment est-ce que l'autre va, et en même temps, on sait que c'est un sujet qui est un peu tabou. Moi, ça n'a jamais été. Donc, c'est vrai que quand on me disait, bon, alors, comment ça va ? Tu penses que c'est un sujet tabou Je pense que c'est un sujet tabou. Ouais. Puis d'ailleurs, on le voit bien quand ton corps change dans la rue, les gens te regardent, alors qu'en fait, je vais pas dire que Enfin, moi, je me suis dit, attends, tu es malade, mais sois fier de ce que tu es en train de ce contre quoi tu es en train de te battre, en fait. Bah, bien sûr. Donc, il n'y a aucune raison que tu baisses les yeux parce que tu as une apparence physique qui... Pourquoi ? Parce que tu n'avais plus tes cheveux ? Oui, puis même ta couleur de peau change, quand tu n'as plus de sourcils, ton regard change, cils, sourcils, et puis au fur et à mesure des traitements aussi, parce que quand tu commences les traitements, ton corps est encore en forme. C'est au fur et à mesure, en fait, que oui, c'est l'accumulation et sur la durée. Exactement, donc de toute façon, visuellement, tu changes. Ton regard change, ta peau change. Donc voilà, donc tu vois une personne sous chimiothérapie, tu la reconnais tout de suite. Mais pourquoi est-ce que les gens nous regardent différemment ? Je veux dire, ça peut leur arriver aussi. Hein. Et puis du jour au lendemain. Hein. Voilà. Et je pense que sur ça, on a un gros travail à faire. Bien sûr. Mais bon. D'acceptation. Enfin, je ne sais même pas si c'est d'acceptation, mais c'est de... Non, mais tout ça, c'est lié aussi... on parle de la maladie, mais le rapport physique à l'autre, ou le rapport à l'autre, est de toute façon un sujet qui existe. Pourquoi une apparence physique dont on estimerait qu'elle est non pas anormale, mais différente, tout de suite, va appeler un regard un peu, non pas inquisiteur, mais... un regard un peu curieux, mais curieux, pas dans le bon sens du terme, en fait. Donc c'est pour ça que... Et puis du coup, c'est effectivement... déjà, tu as la maladie à porter. Ouais. Tu n'as pas en plus à porter le regard c'est ça. Donc, pesant des autres, quoi. Voilà, donc moi, je souriais. En fait, j'ai toujours fait en sorte que, voilà, bon, bah, j'étais comme j'étais, mais j'étais là, quoi. Donc, si ça dérangeait, c'était pas moi que ça dérangeait, ça devait être les autres. Donc, si les autres sont pas contents, n'étaient pas contents, c'est tout, quoi. Donc, j'ai fait la kermesse de mon fils, j'ai participé à des sorties. En fait, j'ai fait des choses quand je pouvais les faire et j'ai vécu des moments avec Arthur qui étaient incroyables, qui étaient top, quoi. Mais au final. Oui, au final. Mais et puis en plus, bon, là, on parle de effectivement la maladie, la chimio, les traitements, ce qui en soi est une épreuve ultra difficile à traverser. Mais en plus de ça, toi, tu avais quand même un petit garçon de 3 ans et demi à gérer. Et
quand il n'y a pas la maladie, ça peut déjà être assez sportif. Tout à fait. Ouais. Donc comment tu as appréhendé ça en fait, dans ton quotidien, parce que c'est plein d'énergie, tu vois. Ouais, mais en fait, je pense que ça m'a porté. Ça m'a porté, donc encore une fois, comme j'ai intégré la maladie à mon quotidien, en fait, tout était... Non pas que tout... Alors, tout n'a pas tourné autour de la maladie. C'est-à-dire qu'en fait, comme tout était rythmé, j'avais 3 jours à l'hôpital de jour, je rentrais, donc j'étais pas très bien après ça allait mieux, mais voilà, c'est pas pour autant que j'ai pas vu mes amis. D'ailleurs, on s'est vu quand j'étais malade, donc vraiment quand je ne pouvais pas, je faisais pas, mais bien souvent c'était aussi à la maison. Donc j'ai continué en fait, et alors je demandais aussi quand les gens venaient me voir, je disais bon alors est-ce que je peux enlever mon turban, parce que ça aussi je voulais pas mettre, je savais ce que moi je pouvais supporter, mais je ne voulais pas mettre mal à l'aise. Donc les gens qui venaient à la maison bien souvent me disaient bien sûr tu peux l'enlever ton turban. Donc j'étais moi. Donc ça aussi c'est super de pouvoir d'être entouré de gens qui te prennent comme t'es, quoi. Mais c'est vrai que ça n'a pas, voilà, comme la maladie n'a pas pris le dessus sur ma vie. Donc ni sur celle d'Arthur. Je ne pense pas. Non. Enfin maintenant j'en suis sûre avec le recul. Tout à fait. Et ça a duré du coup cette première partie de traitement. Cette première partie a duré 7 mois. 7 mois. Et quand tu es tombée malade, est-ce que tu t'es posé la question de savoir si tu allais avoir ou pas d'autres enfants ? Alors la question d'avoir d'autres enfants, oui, alors je me la suis posée pendant un certain temps, mais c'est surtout quand j'ai fait mon premier cycle de chimiothérapie, qu'en fait, je me suis demandé si le traitement allait me rendre stérile. Et on m'a dit que, oui, bien sûr, le traitement va vous rendre stérile, comme si c'était une évidence. Et que donc, comment on fait, en fait Parce que tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 31 ans. Ouais, tu étais encore hyper jeune et la vie j'étais devant toi surtout, pour avoir d'autres enfants, quoi. Exactement, j'étais surtout toujours en âge de procréer, comme on dit. Et donc, il a fallu que je manifeste mon souhait auprès des médecins pour qu'ils me disent écoutez, on va vous mettre en rapport avec un professeur en gynécologie pour mettre en place un prélèvement d'ovocytes. Mais c'est pas une question, ça fait pas partie du protocole, c'est Alors, pas une question qu'on pose. Ça ne fait pas partie du protocole. 9 ans après, ça ne fait toujours pas partie du protocole. C'est incroyable quand même. De nouveau, quand je suis retombée malade, à aucun moment la question de la stérilité n'est venue. Et je dois dire que ça, c'est un truc qui me sidère parce qu'ils savent que ça a un impact sur les cycles, puisque t'as plus tes règles. Et donc, je ne comprends pas que, de facto, dès le début, la question ne soit pas mise en avant. On devrait dire aux patientes qui commencent Et en fait, c'est un sujet, tu vois, je le sens dans le ton de ma voix, en fait, ça me met en colère tout de suite, quoi. Parce que je trouve que c'est sidérant que cette question soit mise de côté. Bien sûr qu'il y a le traitement, bien sûr qu'il faut soigner et qu'on doit guérir, mais la vie, elle ne s'arrête pas là. Il y a l'après. Et il y a l'après. Et c'est quelque chose qu'il faut anticiper, surtout quand tu as des traitements aussi lourds qui ont un impact exactement, sur ta fertilité. Et qui te rendent stérile. Ouais. Et ça, surtout à ces âges-là. Je veux dire, tu as 30 ans, tu es hyper jeune. Tout à fait. Mais ça ne fait pas partie du protocole. Et ça, c'est juste pas possible. Et donc tu dis que maintenant, c'est toujours pas le cas. Alors que c'est légalisé en France maintenant, cette congélation d'ovocytes. On n'a pas besoin, tout à fait. Comme et la question d'aller à l'étranger pour... Tout à fait. Et la question ne m'a pas été posée. D'accord. Mais ça a été fait parce que toi, tu l'as demandé. Parce que je l'ai demandé. Exactement. Et donc du coup, à l'époque, ça a été, entre guillemets, facilité pour des raisons médicales. Donc ils t'ont fait cette ponction d'ovocytes. Tout à fait. Et donc tu as fait les traitements en fait... c'est certainement différent. Je connais pas le process autre que celui que moi j'ai vécu. En fait, c'est tout simplement un prélèvement d'ovocytes par célioscopie. En fait, j'ai pas de traitement autre. Mais ce qui est sûr, c'est que je me souviens très bien quand j'étais dans le bureau de la professeure en gynécologie à Saint-Louis. Et je me souviens très bien qu'elle m'a dit, mais vous savez, vous avez commencé votre traitement chimio, c'est pas garanti que vos ovocytes soient aussi bien, de bonne qualité que avant.
Et alors là, grosse claque, quoi. Par chance, examen fait, une fois prélèvement effectué, ça a marché, tout allait bien. Mais deuxième effet qui se coule, on ne sait pas comment est-ce qu'on va les retrouver parce que vous avez déjà commencé la chimio. Elle-même surprise que la question n'ait pas été abordée au moment où on me parlait du protocole. Avant, et du coup de le faire avant. Exactement. Ouais. Parce que c'est quelque chose en fait... c'est sidérant. C'est sidérant et c'est sidérant parce que tu es déjà dans une situation psychologique ultra compliquée à gérer. Enfin, ça devrait même pas être à toi de penser à ce genre de choses. Exactement. Et en même temps, d'ailleurs, je sais même pas comment ce sujet t'est venu pour te dire, et tout d'un coup, est-ce que ça... En même temps, c'est des questions qui se posent peut-être, mais c'est bien que tu l'aies posé, mais c'est vrai que ça a déjà un tel impact sur ta vie. Ne pas te donner cette chance, c'est hypothéquer ton futur, quoi. C'est t'imposer la suite de ta vie de femme. Ouais, c'est ça. Et à quel titre, en fait? Ouais. Alors qu'il y a quelque chose d'assez simple à faire, qui est connu en médecine maintenant. Complètement. Qui est fait dans... Alors moi aussi, ça m'énerve, sûrement pour des raisons personnelles, mais ce qui est connu dans plein d'autres pays et qui est fait assez facilement. Et c'est vrai qu'en France, c'est toujours encore un peu compliqué, quoi. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est que autant d'années après... Alors, autant il y a la recherche, surtout en hématologie, et par chance, a beaucoup progressé, mais sur des questions comme ça, rien ne bouge. Donc c'est ce déséquilibre entre ce qui est mis en place d'un côté et ce qui est oublié de l'autre. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en face d'un être humain, bien sûr, avec tout ce que ça englobe. Ouais, mais quelle chance t'as eu de penser à ce sursaut à ce moment-là. Complètement. C'est vraiment un sursaut, quoi. Ouais. Je me revois dire, mais le traitement, il rend stérile, comment ça se passe, quoi. Et puis la simplicité de réponse du médecin, c'est une évidence. Non, ça l'est pas. C'est pas une évidence pour tout le monde. Tout le monde n'a pas vécu ce que je vis, donc et peut-être vous-même d'ailleurs vous l'avez pas vécu, donc voilà. Puis, sûrement d'ailleurs. Sûrement un homme qui te Non, c'était une femme. Ah, c'était une femme. C'était principalement. Désolée, j'ai fait un stéréotype. Non, mais c'est normal, mais non, j'ai été suivie par des femmes. Ouais. Aucune m'en a parlé. Incroyable. Et alors, comment on reprend, après ces 7 mois, le fil de sa vie après une telle épreuve? Alors, ce qui est compliqué, c'est, puisqu'on parle souvent de la maladie, mais on parle rarement de l'après-maladie. Qui n'est pas forcément évident, parce que tu es différente. Enfin, j'imagine, il y a un avant et un après. Alors, tu es différente. Alors, oui et non, parce que... alors, ce qui est sûr, c'est que dès que tu as un petit bobo, c'est bon. T'as rechuté, donc là tu penses tu t'inquiètes, donc déjà t'as une inquiétude que tu n'avais pas avant. Ça, je crois que c'est vraiment la première fois, c'est ce qui a été le plus dur, le plus pénible en fait. C'était toujours la crainte qu'il m'arrive quelque chose et que je reparte dans ce que j'avais connu. Après, c'est aussi... donc il y a un peu cette épée de Damoclès, toujours, un peu mais qui maintenant fait partie de ma vie. Hein. Ouais. Ça, maintenant, t'as appris à gérer ou à appréhender ces... Tout à fait, ouais. Et puis ensuite, tu as aussi le côté un peu... alors, je vais pas dire un peu fragile, mais bon, tu sais, où les gens te disent non, mais si tu veux, ça, je vais le faire. Non, mais ça, si tu veux, je vais... non, mais je peux le faire, tout va bien. Ou c'est moi, en fait, qui rassurais les autres d'une crainte qu'ils pouvaient avoir sur mon état ou sur mes capacités, en fait. Voilà, donc au début, ça te fait sourire. T'étais peut-être un peu trop prévenant à ton égard. Voilà, exactement. De te fatiguer. Voilà, c'est exactement ça. Donc, mais bon, ça partait d'un bon sentiment, voilà. Tout à fait, dans la bienveillance. Mais je comprends que de l'autre côté, ce soit pas forcément bien reçu, parce que ça te renvoie toujours à un état qui n'est plus, finalement. Exactement. Après, c'est marrant parce que je pensais à peu à une comparaison avec la grossesse. On met 9 mois à créer un petit être. Notre corps change, on prend des kilos, et puis quand on accouche, on n'a qu'une envie, c'est de se retrouver comme on était avant. Donc les 22 kilos qu'on a pris,
Pour moi, en un mois, il fallait que tout soit parti. Ouais. Bizarrement, c'est pas parti en un mois, non ? Spoiler. Alors, c'est pas parti en un mois, mais j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai quand même réussi à les perdre, mais ça était évidemment plus long. Bah oui. Enfin, on demande à notre corps de se transformer pour une superbe chose, mais quand même on se transforme, et en même temps, forcément qu'on peut pas le retrouver dans un temps plus court. Et ben en fait, la maladie, c'est pareil. Il faut accepter que notre corps ait subi quelque chose de dur, et que forcément, on peut pas lui demander de se réparer dans un temps plus court. C'est pas possible. Parce que les poils poussent, parce que ta peau change, parce que plein de choses, en fait. Donc, en fait, tu te réappropries ton corps. Et ça, c'est compliqué. Parce que tu as l'impression de te redécouvrir, en fait. Ah oui. Alors, à la fois, c'est beau parce que c'est le très miracle symbolique. Voilà. Mais le miracle en même du temps, corps humain. Mais... Exactement, qui il a une faut se faculté réapproprier de se régénérer qui est extraordinaire. Et je le vis encore aujourd'hui. Bon, à une échelle un peu différente, on en parlera après, mais c'est extraordinaire. Donc forcément, c'est la réappropriation de son corps qui est aussi qui est difficile. Voilà. Mais après, une fois que tu as dit ça, la vie, elle continue. Hein, donc, bah oui. Donc c'est tout. On y va. Il faut continuer le chemin. Exactement. Et du coup, tu as repris le travail. Et j'ai repris le travail. Avec quel état d'esprit cette fois-ci ? Alors, avec un état d'esprit, au début, je m'étais dit, bon, je vais faire un peu différemment. Et puis en réalité, pas du tout. Donc, si c'était à refaire, évidemment que je ne referais absolument pas la même chose. Dans quel sens ? Dans le sens où je n'ai pas appris de ce premier cancer. Et je pense que quand tu rencontres des épreuves dans ta vie, elles arrivent alors parce qu'elles doivent arriver, c'est certain, mais parce que tu dois en tirer quelque chose. Hein. Et je pensais en avoir tiré quelque chose, et en fait, j'en ai rien retiré du tout. Et ça, je l'ai compris à ce moment-là. À ce moment-là, ouais. Et donc bon, il a fallu faire face au regard des clients, puisque je fais un métier de contact avec de la clientèle. Mais bon, j'ai reçu des petits mots très gentils, d'ailleurs, pendant mon arrêt. De clients, et puis voilà, donc tu reviens, c'est pas les premiers jours sont pas évidents, puis en fait tu t'aperçois que les choses elles reprennent, ça reprend complètement, la vie reprend le dessus, toi tu reprends ton organisation, la routine, et puis, la routine revient, et peut-être trop vite finalement, et les travers sont les mêmes, et voilà, et donc et puis c'est reparti, quoi. Et c'est une question que j'avais pour toi, c'est qu'est-ce que cette épreuve à l'époque avait changé dans ta vision de la vie ou dans ton rôle de maman? Alors au début, j'ai cru, alors pas dans mon rôle de maman, parce qu'en fait, ça n'a jamais changé quoi que ce soit. Dans ma vie professionnelle, j'ai cru, pendant que j'étais en arrêt, enfin du moins en traitement, j'ai cru que ça allait avoir un impact. Et en réalité, je suis retournée au bureau comme si de rien n'était. Voilà. Mais quoi ? Toi, dans ton état d'esprit ou dans la façon dont les autres ont réagi à ton retour ? Alors, dans la façon dont les autres ont réagi, je me doutais qu'ils allaient être, alors non pas trop prévenants, mais que forcément peut-être plus attentifs dans l'organisation peut-être professionnelle. Mais ça a duré qu'un temps, hein, faut pas se leurrer. Je suis rentrée le lundi, j'ai envie de dire que le mercredi matin, ça y est, c'était déjà business as usual, comme si de rien n'était. Ouais. Je l'ai plus. Et tu l'as mal vécu, ça ? Non, c'était très bien. Ouais. C'était très bien parce qu'il fallait que les choses reprennent leur cours assez vite. Donc, et puis j'ai retrouvé des clients qui étaient ravis de me revoir, donc ça c'était plutôt sympa. Ça c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai aimé, c'est que j'ai vu dans les rapports aux autres le fait qu'ils étaient contents de me revoir. Donc ça, c'était chouette. C'était chouette. Mais quand même, avec cette maladie, puis tu l'as dit à un moment donné dans ton traitement, tu as appris qu'il y en a un qui ne marchait pas comme escompté. Là, tu t'es peut-être dit, bon... alors, j'allais dire un gros mot. Merde. Mais je me suis dit, hein. Oui, je me suis dit merde. Désolée, mais c'est un peu ce qu'on pense. Ça ne va peut-être pas marcher. Tu touches, mine de rien, ou en tout cas, moi, quand tu m'as appris ça, c'est un peu ce qu'on ressent, la mort du doigt. Enfin, je veux dire, c'est
c'est évidemment pas des situations et des choses anodines. Ça t'a pas fait changer quand même un peu ton regard, enfin, d'avoir un peu cette connotation alors, dans ta vie je sais pas si la question est claire. Alors, la question, elle est claire, mais en fait, je me suis pas posé cette question à ce moment-là. À ce moment-là. Voilà. Non. Je me la là, suis pour posée, l'instant, après. Donc là, ça a été... Donc là, c'était bon, retourne, ça fonctionne pas, on s'effondre, il y a un autre traitement, on va le faire. Ouais, d'accord. Et donc là, du coup, tu reprends le travail. Je reprends ma vie. Voilà, les années passent, et puis un jour, les symptômes reviennent. On met un peu de temps à trouver. Il s'est écoulé combien de temps 8 ans. 8 ans, oui. Donc, tu as eu le temps de bien reprendre ta vie. Ah oui, complètement. Voilà. Complètement. Il y a toujours l'épée de Damoclès. Mais bon, qui est quand même pas plus présente que ça. Voilà. Et puis après, tu recommences à tousser un petit peu, puis tu es fatigué, puis tu maigris, et puis tu te retrouves en réanimation parce que ça va pas. Et puis peut-être que aussi tu veux pas les voir, ces symptômes. Et puis parce que tu veux certainement pas les voir, tout à fait. Je dis ça parce que je me souviens d'une conversation où tout à fait. Où tu vois qu'il y a des choses, tu disais ton corps se retransformait, mais cette fois-ci pas dans le bon sens. Exactement. Oui, parce qu'il y a aussi l'idée ça m'est arrivé une fois. Il n'y a aucune raison que ça m'arrive une deuxième fois. Une fois, c'était déjà bien suffisant, beaucoup trop déjà. Donc, Exactement. Sauf que là, on est quand même passé dans des proportions beaucoup plus compliquées parce qu'il y a eu des complications plus importantes qui, effectivement, m'ont un peu fait flipper. Voilà. Donc là, rechute. Donc la rechute, réanimation pendant 10 jours parce que ça allait pas très fort à certains endroits. Et puis, donc on t'annonce que en plus de ce pourquoi tu es en réa, il faut que tu refasses, que tu recommences un protocole de chimio parce que c'est reparti. Et puis c'est reparti, mais c'est moins bien reparti que la première fois parce que c'est plus important que la première fois. Donc là, tu te dis, ok, tu flippes quand même un petit peu parce qu'en fait, là, c'est différent, le protocole est différent parce que t'as pas le choix de faire une autogreffe qui est arrivée 4 mois après le début du protocole. Et là, c'est ce qui m'a fait le plus flipper dans mon traitement. Parce que... là, tu dis, je peux y passer, quoi. Alors, c'est pas je peux y passer, mais c'est pas sympa. Et puis, c'est 1 mois d'hospitalisation. Donc là, pareil, comment je suis avec Arthur, qui était plus grand, qui donc a réagi différemment, parce que là, il avait conscience des choses. Alors, comment tu lui as annoncé ? Alors, il se trouve que je suis partie en urgence. Parce que là, il avait, pardon, je suis désolée de te couper. Alors, c'était en septembre 2023. Ouais. En août 2023, je suis en vacances en Auvergne avec mes parents, très festif. Donc il avait plus de 10 ans. Oui, tout à fait. En vacances en Auvergne avec mes parents, 70 ans de papa, 10 ans d'Arthur. Donc il n'est pas question que je sois pas là. Donc je pense que c'est ce qui a fait aussi que j'ai retardé la prise en charge, sauf que je pouvais plus retarder. Donc une fois que ces événements festifs se sont passés, 2 jours après, je partais en urgence à l'hôpital de Clermont. Et donc là, ça a été compliqué pour Arthur, je l'ai su après, parce que en fait, on rentrait du cinéma et je suis partie dans la demi-heure qui suivait. Donc il a fallu faire le sac. T'as fait un malaise ? Non, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'avais plus le choix de ne pas prendre la décision de partir aux urgences. C'était soit ça, soit j'y passais en fait. Je pouvais faire un arrêt cardiaque dans la nuit, donc voilà. Donc je suis partie et il a fallu... donc c'est là où Arthur a je crois, eu une petite crise de panique, ou du moins a eu à pleurer un bon coup, parce que
de manière très, très délicate, il m'a dit « Mais de toute façon, maman, il faut que tu ailles te faire soigner, etc. » C'est lui qui m'a dit ça. Je lui ai dit « Oui, bien sûr, je vais aller me faire soigner. Ça risque d'être un petit peu long parce que moi, je savais où je partais, je savais pas quand est-ce que j'allais rentrer. » Tu savais pas combien de temps ça allait durer. Exactement. Donc là, il a fallu, lui, qu'il digère ça. Et puis bon, après, il a été pris en charge par... ça arrivait à la semaine de vacances de son papa, donc il est parti, donc c'est bien, ça lui a changé les idées. Moi, à ce moment-là, j'étais de toute façon hospitalisée, donc c'était très bien qu'il soit pas, je dirais, dans l'environnement familial, dans mon environnement familial, mais qu'il soit ailleurs, accompagné de manière complètement différente, donc c'était très bien. Et puis ce qui a fait aussi que il a quand même fallu que je prenne conscience que j'avais quand même une très grosse épée de Damoclès sur la tête, c'est quand le médecin m'a dit là, parti comme vous êtes, vous faites pas la rentrée de votre fils, quoi. Ça a été un électrochoc. Et là, ça a été vraiment... Je me suis dit, bon, allez, arrête de déconner, vas-y. Fais quelque chose. Ouais. Donc voilà, a démarré la deuxième histoire. Mmh. Et j'ai pu faire la rentrée d'Arthur. Et alors ça a été une sacrée chance parce que en fait, mes parents remontaient d'Auvergne. Moi, j'étais hospitalisée à Clermont et à une journée près, en fait, j'aurais pu ne pas remonter parce que les analyses, parce que plein de choses. J'avais déjà commencé la grosse chimio. Et en fait, j'ai pu remonter avec eux à Paris et faire la rentrée d'Arthur 2 jours après, quoi. Alors, dans un état... j'avais des cicatrices partout, je marchais comme une petite vieille, parce que, évidemment, j'avais quand même eu des interventions aussi, et donc, mais je voulais pas montrer que j'allais pas bien, donc, mais j'ai fait la rentrée d'Arthur. C'était hyper important pour toi d'être là pour cette rentrée. Complètement. D'ailleurs, lui, il m'a pas du tout calculé, donc je me suis dit, c'est très bien. C'est l'ingratitude des enfants. C'est ça. Alors, autant la rentrée, tout le monde disait, tu vas voir la rentrée de 6e, mais non, moi, c'était la rentrée. La 6e. Non, c'était la CM2. Ah non, c'était CM2. Mais pour nous, en fait, la rentrée de CM2, enfin surtout pour moi, la rentrée de CM2 a été beaucoup plus marquante que la rentrée de 6e. Ah ouais mais oui, parce qu'en fait, moi, je retombais malade. J'étais là pour sa rentrée de CM2, ce qui n'était pas du tout gagné. Parles après la 6e, du coup, c'était la 6e, lettre... Oui, et puis comme une lettre à la poste, surtout que Arthur est devenu beaucoup plus autonome du fait que je sois retombée malade. Parce qu'il m'a tout de suite dit « Mais maman, je peux aller tout seul à l'école ?» Effectivement, ce coin de la rue. Mais je ne m'étais pas dit, comme la première fois, bah non, mais je vais... Ou comme même l'année qui précédait, bah non, je vais t'emmener à l'école à 8h30, je vais venir te chercher. Et en fait, son autonomie a été mise en place parce que je suis retombée malade. Pendant cette année de CM2, exactement, quand tu es retombée malade. Exactement. Et donc, il est allé à l'école tout seul, il est revenu à 4h30 tout seul. Et en fait, il a en fait beaucoup grandi pendant cette année de CM2. Et voilà, donc après, j'ai eu mon traitement. Et puis donc, j'ai eu un mois d'hospitalisation. Donc, quand je suis revenue, pareil, il a eu un peu peur de me revoir au bout d'un mois, parce que c'est vrai que pour le coup, j'avais un peu changé quand même, mais il a suffi de quelques heures et puis c'était reparti, quoi. Mais... Il y a eu un peu un choc quand tu t'as vu la première fois. Oui, un peu un choc parce que quand tu es hospitalisé pendant un certain temps, tu gonfles. Voilà, c'est con, mais tu as de l'eau qui passe dans ton corps, et parce qu'évidemment tu marches pas, donc j'étais quand même assez gonflée, et donc je l'avais un petit peu dit à mes parents, et c'est vrai que c'était de me voir transformée qui l'inquiétait. Et puis en fait, ça l'a pas. Au début, ça a été un petit peu pas difficile, mais j'ai senti l'appréhension qu'il pouvait avoir. Et puis en fait, ça s'est très vite estompé. Puis on a repris nos habitudes, quoi. Et contrairement à la première fois, je me souviens que c'était quelque chose que tu m'avais dit. La première fois, il était petit, donc il avait encore cette innocence. T'es sa maman. Enfin, même s'il y avait effectivement une transformation physique de par le fait que tu as perdu tes cheveux, etc. Bon, il est passé finalement très vite à autre chose. Il t'a dit que voilà, qu'il te trouvait belle, que ça t'allait hyper bien, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Mais cette fois-ci, il a 10 ans. Ouais. Donc 10 ans, et puis c'est un âge où on commence à porter de l'importance à l'apparence, tout à fait. etc.
Et tu m'avais dit que c'était quelque chose que tu n'avais pas eu à gérer la première fois. Et Tout que à cette fait. fois-ci, tu... Oui, Est-ce que tu peux... Ouais. Alors, cette fois-ci, j'avais anticipé la perte de cheveux en... Oui, parce que tu as reperdu tes cheveux aussi. Oui, j'ai repéré. Alors moi, quand on dit que la chimio, on perd pas de cheveux, tant mieux pour celles qui ne le vivent pas, parce que c'est pas cool, on va pas se leurrer. Et je crois qu'on t'avait dit pour celle-ci que tu n'allais pas perdre tes cheveux. Oui, on m'avait dit. Et donc, ça avait été un coup quand même, je pense. Oui, ça avait été un coup, donc je m'étais Autant la première fois, tu étais peut-être préparée, mais... oui, parce que... Alors, à partir du moment où tu fais de la chimiothérapie, tu te dis rarement que tu vas pas perdre tes cheveux. Donc, c'était plus le fait de me dire, non, mais ce traitement-là, je vois pas comment je vais pas les perdre. Donc, je m'étais en fait un petit peu... en même temps, je devais pas y croire beaucoup puisque j'avais pris les devants en allant m'acheter une perruque. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Donc, je m'étais dit cette fois-ci... Et puis, je m'étais dit aussi cette fois-ci, peut-être que pour Arthur, ça va être un peu différent. La gestion du regard des autres risque d'être un petit peu différente. Donc, c'est peut-être mieux que j'ai une perruque et un turban plutôt que le turban. Et en fait, je me suis pas trompée parce que le regard des autres est devenu important pour Arthur. D'accord. Voilà. Donc, et puis j'avais aussi une infirmière qui venait pendant un certain temps pour me faire des soins, les pansements et autres, et il était là. Donc, il n'était pas non plus question que je me cache. Donc voilà. Je l'ai aussi intégré à ce qui m'arrivait. Donc, mais c'est vrai que le regard des autres a été plus... Alors, pas compliqué à gérer, je dirais pas que c'était compliqué, mais en tout cas... Mais rentrer dans l'équation, quoi. A eu son importance. Et d'ailleurs, je me souviens d'un épisode à la fin de son année scolaire de CM2, où en fait, un de ses copains, enfin, c'est pas un copain, ou on va dire un copain de classe, qui s'est moqué de moi en lui disant qu'il avait une mère qui avait pas de cheveux. Enfin, je sais plus exactement les propos qu'il a tenus. Et en fait, Arthur l'a tapé. Et il s'est fait convoquer par la directrice. Parce qu'en fait, il s'était défendu sur ce que ce gamin avait dit. Et la directrice lui disant, mais tu sais, Arthur, toi, tu vis ça, mais... tout le monde ne l'a pas vécu, donc peut-être que cet enfant-là, il l'a dit, mais peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte de l'impact que pouvaient avoir ses propos. Et quand Arthur me l'a rapporté, il m'a dit, mais en fait, maman, je me suis aperçue que quand on parlait de toi, de ta maladie, et en fait, ça me mettait tout de suite en colère. Et c'était la première fois qu'Arthur verbalisait ça. Et j'ai trouvé super, en fait, qu'il puisse le dire. Et donc, comment t'as réagi ? Alors, je lui ai dit que ça... c'est peut-être pas forcément un exemple, mais je lui ai dit qu'il avait eu raison de se défendre. Mais qu'à l'inverse, effectivement, ce que moi, j'avais vécu... il y avait quand même beaucoup de personnes qui ne l'avaient pas vécu et qu'il fallait aussi... Mais son âge aidant, il était... certainement pas capable de l'entendre à ce moment-là, mais qu'il fallait se dire que ce que lui avait vécu, il pouvait certainement comprendre certaines choses que d'autres ne pouvaient pas comprendre. Mais ça n'empêchait pas qu'effectivement, la critique n'était pas à accepter systématiquement. Donc il avait eu raison de se défendre, mais qu'il aurait peut-être pu se défendre un peu différemment. Mais bon. Et alors comment vous avez traversé ça ensemble, tous les deux ? J'ai envie de dire un petit peu comme la première fois, parce que notre vie s'est organisée autour de la maladie. Donc il y avait des choses que je pouvais pas faire parce que c'est vrai que le traitement était plus lourd, mais pareil. Alors ça m'a permis de faire, alors ça c'est quand même toujours assez extraordinaire de se dire que tu traverses des épreuves et en même temps, ça t'apporte beaucoup. Parce que j'ai eu un rapport avec Arthur pendant cette année de CM2 qui a été extraordinaire. J'étais disponible pour lui. Je lui ai permis d'être autonome, donc partir à l'école, mais quand il revenait à 4h30, il n'avait pas d'inquiétude parce que j'étais là. J'ai été beaucoup plus dans le suivi que je ne pouvais l'être jusqu'à présent. Et puis, on a eu...
je sais pas, on a eu un rapport, une complicité encore différente de celle qu'on avait eue jusqu'à cette année de CM2 en fait. Et donc, en fait, ça a été, j'ai envie de dire, ça a été super, quoi. Ça a renforcé vos liens, tu dirais ? Oui, complètement. Ça a renforcé nos liens. Alors peut-être qu'un jour, lui, se rendra compte des choses. Pour l'instant, si tu veux, il se dit, bon, bah voilà, j'ai une maman qui a été malade. Voilà, elle s'en est sortie, elle a eu ses médicaments, elle était à l'hôpital. Voilà, ça fait partie de sa vie en fait. Et en quoi tu penses du coup que ça a été différent de vivre ça une deuxième fois, entre la première et la deuxième fois ? Quelle différence t'as pu sentir ? D'une part, j'ai eu beaucoup plus peur au début que la première fois où je suis tombée malade, parce que c'était plus grave que la première fois. Donc là, effectivement, quand on m'a dit que j'avais quand même des chances de ne pas être là à la rentrée d'Arthur, je me suis dit, ah oui, enfin là j'ai plus pris conscience de la gravité de ce que je vivais. Et puis après, je crois que je suis foutue comme ça. Y a un truc, je crois qu'il y a une force en moi qui me dit, t'y vas quoi. Donc pareil, j'ai pas eu des moments de déprime, j'ai pas eu des moments où je me suis dit je vais pas y arriver. La seule appréhension que j'ai eue, c'est vraiment cette hospitalisation. C'est surtout parce qu'en fait, alors évidemment, quand t'es en traitement chimio, t'es dans l'inconnu, mais là, cette autogreffe, c'était vraiment l'inconnu plus quoi. Et donc, le premier jour, quand papa m'a emmenée à l'hôpital, là, j'ai pleuré parce qu'en fait, j'avais la trouille, quoi. Là, j'ai eu la trouille. T'as eu peur. Ouais, là, j'ai eu la trouille. Mais en fait, j'ai eu la trouille parce que je savais ce qui allait précéder l'autogreffe en tant que telle. Et puis... Mais t'avais peur de mourir ? Non, pas du tout. Non, là, j'avais vraiment peur de comment j'allais être avant d'être autogreffée et comment est-ce qu'il fallait que je gère l'après. Mais non, là, j'ai pas du tout eu... non, la seule fois où j'ai eu peur où vraiment je me suis dit que j'avais été confrontée à ça, ça a été au mois d'août. Mais après, j'ai au plus... moment de la rechute. Exactement, ouais. Mais après, après, j'ai pas du tout... J'y ai plus pensé après. Est-ce qu'il y a un moment pendant cette période que tu n'oublieras jamais ? Est-ce qu'il y a un moment... je pense que je n'oublierai rien. Parce que ça fait partie de ma vie, parce qu'aujourd'hui, je pense avoir appris là où je n'ai pas appris la première fois. Contrairement à la première fois, je pense que faut pas avoir peur de s'écouter, faut pas avoir peur de faire des choix qui peuvent aller à l'encontre de ce dans quoi on s'était engagé. Il faut pas avoir peur faut se faire confiance. Et là aujourd'hui, professionnellement, j'ai envie de faire autre chose. Je vais certainement, je vais faire différemment. Mais j'ai surtout plus envie de répondre à des diktats qui ne me correspondaient plus. Alors, il y en a qui y arrivent sans être tombée malade. Moi, il m'a fallu ça, mais en même temps, ça m'a construite. Et puis voilà. Et puis, ça m'a ouvert aussi sur un chemin de réflexion que je n'avais peut-être qui existait, mais que je n'avais pas exploité. Et puis voilà. Et ça renforce cet amour de la vie que j'ai toujours eu, mais aujourd'hui, je l'ai peut-être encore plus qu'avant. Cette rage de vivre. Complètement. Et cette deuxième fois, t'as pas voulu être entourée aussi ? Alors cette deuxième fois, c'était différent de la première parce que mes parents, j'ai plus compté sur mes parents que la première fois. Et en plus de ça, ils avaient projeté de déménager et de partir en province. Donc je pense que ça aussi, en fait, ça m'a aidée à passer les jours les uns après les autres, puisque quand j'ai eu
quand je suis sortie de l'hôpital, en fait, je les ai aidés à faire les cartons et autres, et c'était très bien parce que ça m'a évité aussi d'être chez moi à attendre de reprendre des forces. Donc en fait, ça m'a vraiment, ça m'a remis stimulée, dans l'action. quoi. Ouais, exactement. Donc ça a été très bien. Et c'est vrai que je les ai plus sollicités que la première fois. Et puis après, j'ai toujours eu mes mêmes amis, hein, donc je me suis jamais sentie toute seule, en fait. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Ouais. Et alors aujourd'hui, comment tu te sens vraiment ? Alors aujourd'hui, comment je me sens ? Je me sens bien, je me sens rassurée parce que les résultats sont bons et que de toute façon, quoi qu'il arrive, ma vie sera rythmée par ça. À chaque fois qu'il y aura des échéances, j'aurai une angoisse. À chaque fois que j'aurai un rendez-vous sur les contrôles, j'aurai une angoisse. Ça fait partie du jeu maintenant. Mais je vais bien. J'ai l'impression que l'horizon se dégage à bien des égards. Donc je prends tout ce qui arrive et je pense que je me pose moins de questions. Et ça fait du bien de moins se poser de questions. Et donc je saisis les opportunités qui s'offrent à moi et je vais voir jusqu'où ça va me mener. Mais je suis confiante, je suis très confiante. Ça t'a apporté une force que tu as déjà, parce que je pense que je suis habituée. Qui ne connaissent pas, ouais. C'est quelque chose qui... Ça, c'est peut-être une phrase qui, je te l'ai jamais dite celle-là, mais qui, je trouve, qui s'applique bien à toi, que tu as peut-être trouvé complètement déplacée, mais je me dis, si on t'a envoyé ça, c'est que tu pouvais le surmonter. Et c'est vrai que, alors je te le dis maintenant, c'est parce que je pensais au moment où tu nous as annoncé cette nouvelle-là, mais c'est vrai que t'es quelqu'un qui est incroyable dans le sens où t'es toujours positive, même quand t'es au milieu de tes chimios. Enfin, t'as cette force qui se dégage... qui se dégage de toi tout le temps, quoi. Enfin, je veux dire, t'es une des seules que je connaisse, avec cette force qui transcende un peu tout, quoi. Bon, alors je vais te dire oui, merci. Mais non, mais c'est vrai. Mais en plus, alors ça fait très... en fait, je le ressens, ça. Je le ressens. Tu le ressens, puis tu le dégages, et en fait, tu l'envoies aux autres aussi. Tant mieux si je peux transmettre quelque chose et si ça peut être quelque chose qui se transmet, je serais heureuse. Il y a une phrase, effectivement, tu viens de l'évoquer, qui dit que les épreuves les plus difficiles sont données aux meilleurs soldats. Je crois que c'est dans la religion juive, en fait. Je crois que c'est dans le judaïsme où il y a une phrase, et d'ailleurs c'est une amie qui me l'a dite il y a pas très longtemps, et qui m'a dit ça, qui m'a dit mais les pires épreuves sont mises sur la route des meilleurs soldats. Et peut-être effectivement, et en même temps ça m'a construite et ça me construit. Ça justifie en rien pas du tout. Le truc, parce qu'il n'y a pas d'explication, c'est pas juste. Mais je pense, je pense vraiment, et ça c'est quelque chose qui m'habite depuis toujours, que ce qui t'arrive n'arrive pas par hasard. Et c'est pour ça que il faut, c'est pas une injonction, mais en tout cas me concernant, il y a toujours quelque chose de positif à tirer de ce qui t'arrive. J'ai souffert, mais à côté de ça, j'ai eu une relation aujourd'hui avec mon fils qui est extraordinaire, qui très certainement n'aurait pas été celle qu'elle est aujourd'hui si j'étais pas passée par là, parce que je n'aurais peut-être pas été comme j'ai été. Je pense que dans quelques temps, certainement qu'Arthur se rendra compte aussi de ces 10 dernières années qui ont été très riches pour lui. Et j'espère lui avoir transmis aussi une force, un regard sur la vie, un regard sur les autres, un regard sur plein de choses, en fait. Et très certainement que si je n'avais pas vécu ça, peut-être que ça fait partie de moi, donc je l'aurais certainement transmis d'une certaine manière, mais là, je l'ai vécu. Donc ça prend une autre forme, en fait. Une autre intensité, peut-être. Et qu'est-ce qui te rend fière de lui, de vous ? C'est ce qu'il est devenu aujourd'hui, parce que c'est un petit enfant comme tout le monde. C'est un petit enfant qui est parfaitement équilibré, qui a son caractère, qui
qui, je pense, alors évidemment, je dis ça à chaud, mais certainement que j'espère que l'avenir confirmera le ressenti que j'ai aujourd'hui, hein, mais il n'y a pas eu d'impact sur son niveau scolaire, sur les copains qu'il a pu avoir. En plus, son compte, enfin, je veux dire, les parents de ses copains, on se voyait quand même si j'étais en traitement, parce qu'ils m'acceptaient comme j'étais aussi. Donc lui a pu voir que les autres me prenaient comme j'étais aussi. Donc il n'y avait pas de raison que sa vie change. Donc non, il y a du bien, il y a du bon. Qu'est-ce que la parentalité t'a appris sur toi, même indirectement ? Alors, la parentalité, c'est accepter alors, non pas de s'oublier, mais de se mettre de côté. Hein. Et que quand tu mets un enfant au monde, tu mets un être humain à part entière. Et qu'il a le droit de prendre le chemin qu'il a envie de prendre. Et dans sa vie, tu dois être un pilier. Je pense que ton rôle, c'est d'être un pilier. Mais c'est de ne pas l'empêcher de faire. Quel que soit le chemin qu'il prendra, je lui souhaite de pas forcément prendre des chemins trop compliqués, parce qu'il y aura forcément des conséquences, et en même temps, s'il prend ces chemins-là, il apprendra non pas forcément de ses erreurs, mais des difficultés qui en découleront. Mais je pense que la parentalité, c'est ça, c'est de mettre sur un chemin dont la suite lui appartient. Voilà. Et en tant que maman, qu'est-ce qui est important pour toi, à ton équilibre, et qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour essayer de le préserver ? Alors je pense que quand on est maman, on n'est pas que maman. On est femme, on est amie, on est tout ça à la fois. Et c'est vrai que j'ai toujours... ça, c'est quelque chose auquel j'ai toujours fait attention, de ne pas être que maman. Et dans un équilibre, c'est hyper important. Parce que ta vie sociale, elle est essentielle. Et je reste convaincue que tu ne peux être bon dans ton rôle de parent si tu n'es pas que parent. Et c'est en ça que j'ai toujours j'ai toujours fait en sorte d'avoir une vie riche. Et de m'ouvrir sur je vais pas dire sur plein de choses, mais de m'ouvrir en tout cas. Et de ne pas rester cloisonnée dans quelque chose. Parce que ce que tu apprends des autres, ce que tu apprends... des autres, parce que les autres, ça résume tout. Ça résume le milieu social, le milieu professionnel, le milieu affectif. Donc ce que tu apprends des autres, tu peux le transmettre parce que ça passe par toi. Donc, et comme je suis très attachée à la transmission... c'est essentiel de te nourrir d'autre chose. Et si tu pouvais donner un conseil à la jeune maman que tu étais à l'époque, quel serait-il ? Écoute-toi et n'aie pas peur n'aie pas peur du non, mais écoute-toi, fais-toi confiance, parce que si tu fais ce choix-là, c'est qu'il y a une raison qui te mettra sur une voie super. Merci mon Hélène. Merci mon Hélo. Pour cette conversation et pour ta force. Je te souhaite tout le meilleur et plein de bonnes choses pour l'avenir. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté Bloom Up. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir ce podcast. Rejoignez aussi la communauté sur Instagram sur Elodie_Roca, R-O-2-C-A, et bloomup.media pour poursuivre la conversation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.